Monsieur Bernard Quintin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du service diplomatique européen. 6e sommet, Union africaine, Union européenne. Je voudrais commencer directement par là. Pour quel objectif ? Beaucoup ont dit parce que l'Europe doit resserrer ses liens avec ses alliés africains. Êtes-vous d'accord avec cette définition ? Oui, je suis globalement d'accord avec cette définition. Je pense que je dirais qu'on pourrait utiliser ce qui est maintenant dans la déclaration conjointe qui vient d'être adoptée. C'est plutôt pour une vision conjointe, a joint vision. C'est pour ça qu'on s'est réunis. Alors bon, ce sont des cadres formels qu'on utilise. Donc le sommet, il est programmé dans le temps. Il a eu lieu plus tard que prévu à cause de la crise Covid. Disons que c'est un rendez-vous institutionnel, mais l'objectif était vraiment de changer un petit peu les choses, d'avoir des discussions un petit peu plus en profondeur et d'avoir une déclaration plus courte, politique, qui regarde vers l'avant et qui vraiment veille à la mise en œuvre d'une vision conjointe entre l'Europe et l'Afrique, ou entre l'Afrique et l'Europe, pour ces deux continents et pour le futur. Est-ce qu'on peut avoir une vision conjointe alors que les uns cherchent à, certains diront, préserver leur prospérité, et les autres sont comme courtisés par d'autres puissances qui sont en opposition avec vous ? Alors, je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre la prospérité des uns et le fait que les autres soient courtisés. Donc, comme je le disais, c'est une vision conjointe. L'idée est justement de voir comment on peut avoir une prospérité partagée. Le fait est clair pour tout le monde maintenant. Nous avons un destin commun. Nous avons un destin commun non seulement sur la planète, mais singulièrement ces deux continents. Et justement, si nous voulons, Européens, et cette conscience, elle est là maintenant, si nous voulons, Européens, maintenir, même voire pourquoi pas augmenter notre prospérité, ce qui, somme toute, est assez légitime, nous avons conscience qu'il faut que l'Afrique soit aussi prospère. C'est une question de dynamique. On n'est pas dans un paradigme aujourd'hui où la prospérité de l'un doit se construire sur la misère de l'autre. Au contraire, peut-être que les difficultés, pour ne pas dire la misère de l'un, est un danger pour la prospérité de l'autre. Et donc c'est bien cela. Le fait que le continent africain soit courtisé par d'autres, c'est pas à moi à me mettre à la place du continent africain ou des Africains, mais bon, je veux dire, pourquoi pas. Je veux dire, la question n'est pas... il y a bien sûr des éléments de jeu de puissance, mais je mets ça à côté. C'est aux Africains à choisir leurs partenaires en fonction des intérêts qu'ils définissent pour eux-mêmes et des partenaires qui peuvent leur offrir la meilleure solution. Nous avons... j'allais dire la faiblesse de croire pour utiliser la formule, mais nous pensons que nous avons des offres absolument pertinentes à offrir aux intérêts africains. Nous ne sommes pas contre les autres partenaires, c'est pas ça. Simplement, voilà, nous avons notre offre, elle se base sur un tas d'éléments, entre autres les éléments historiques, mais pas seulement, parce que c'est aussi vraiment, je le disais, l'idée de regarder vers le futur. Et les Africains, en fonction de leurs intérêts, feront leur choix. Vous avez une belle offre, 150 milliards, premier donateur, l'Union européenne. Alors, ici à Bruxelles, beaucoup de tables rondes sur de nombreuses thématiques. Comment est-ce que tout cela, tout ce qui s'est dit ici à Bruxelles sera mis en œuvre et comment cet argent sera partagé ? Bon, sur votre dernière question, là, on va rentrer dans des technicités que je ne maîtrise pas suffisamment, d'autant que ce sont aussi, entre autres, des choses nouvelles, donc il faut voir. Donc, je veux pas dire plus de bêtises que nécessaire, donc je vais pas rentrer dans le partage. L'Union européenne, premier donateur, oui, mais surtout l'Union européenne, l'Europe, premier partenaire de l'Afrique, parce que il y a bien sûr l'aide publique au développement, mais nous sommes aussi le premier partenaire sur les questions de paix et sécurité, et nous sommes aussi le premier partenaire en termes d'investissement étranger direct. Donc c'est vraiment un partenariat global. Ce qui est intéressant avec le paquet donc du Global Gateway de 150 milliards, c'est justement qu'il y a de l'argent public, donc de l'Union européenne, mais ce sont des dons, ce sont des prêts. Cela inclut le secteur privé, cela inclut les banques d'investissement. Donc c'est vraiment quelque chose. Enfin, le global ici prend tout son sens et donc permet vraiment de, comme je le disais tout à l'heure, de mettre sur la table une offre dont nous pensons, à travers de nombreux échanges, ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé tout seul en chambre, dont nous pensons qu'elle peut répondre le mieux aux intérêts de l'Afrique en général, et puis des peuples africains et des États africains. L'Afrique qui demandait 220 milliards quand même.
150 milliards sur 220 milliards, c'est déjà pas mal. Celui qui aura le plus, ce sera celui qui se vendra le mieux, ou l'Europe va aussi aider ceux qui ne savent pas ce qui leur est plus utile à le mettre en œuvre? On a une offre qui est multiforme. Comme je le dis, c'est pour ça que, évidemment, ça ne s'entend pas à la radio, mais je mets toujours de grands guillemets quand je dis l'Afrique. L'Afrique, ça veut à la fois dire quelque chose en tant que continent, mais bien sûr, elle est multiple, elle est variée, et les situations des pays africains, et j'ai même envie de dire pour certains pays, les situations dans les pays en fonction des régions, peuvent être très différentes. Donc l'idée n'est pas et excusez-moi, je vais encore utiliser un anglicisme, de l'anglais, c'est pas le one size fits all. Ça n'a aucun sens. La situation socio-économique de l'Afrique du Sud n'est pas celle du Niger, la superficie du Djibouti n'est pas exactement celle du Nigeria, donc il y a un tas de situations. Chaque situation est différente et demande justement que ce Global Gateway puisse s'appliquer de manière différenciée à chacun en fonction de ses besoins, de son avancement. Un terme qui tient beaucoup à cœur du président Macky Sall et qu'il a répété lors de son excellent discours d'introduction, c'est l'accès à l'électricité. Vous savez, j'étais en poste plusieurs fois en Afrique et entre autres au Burundi, et c'est quelque chose que j'ai porté ici en revenant. 4% d'accès à l'électricité. C'est pas la même chose que chez nous, c'est pas la même chose que d'autres pays africains. Donc chaque pays a ses nécessités, a son niveau de développement, et nous devons répondre à cela. Mais les demandes doivent venir d'Afrique. En Afrique, il y a un grand, la République démocratique du Congo, qui cherche, vous parlez d'électricité, à faire barrage, le grand Inga. Est-ce que l'Union européenne va aussi aider, puisqu'on parle d'électricité, à faciliter cet accès et à faciliter la réalisation de ce genre de projet avec ces 150 milliards? De nouveau, je ne peux pas vous répondre précisément. Est-ce que les projets liés, je crois que c'est Inga 3 maintenant, si je ne me trompe pas, sont éligibles au Global Gateway? C'est une bonne question. Je vais la prendre et on pourra en reparler au moment où j'aurais pu peut-être creuser. Mais je dirais instinctivement, ou par rapport à toute la préparation, il est évident que tout ce qui concerne l'énergie renouvelable est quelque chose qui nous intéresse. Donc, pourquoi pas? Maintenant, je ne connais pas le montage, donc c'est à voir. Maintenant, voilà, ce que je peux dire, c'est oui, l'énergie renouvelable, et donc singulièrement l'hydroélectrique, et on sait le potentiel d'Inga, qui probablement doit être calibré convenablement. Pourquoi pas? Pourquoi pas en tout cas étudier la question de savoir si Inga 3 peut rentrer dans l'initiative Global Gateway. On a beaucoup parlé santé, vaccins notamment, Covid. Au moment où les chefs d'État ou l'Afrique voudraient la levée des brevets, certains se posent la question de pourquoi encore parler aujourd'hui de vaccination contre le Covid, alors quand même en Europe, on se dit que Omicron a montré que ce Covid n'est plus d'une importance capitale. On verra quelle est l'évolution du Covid-19 avec les différents variants. Je crois qu'on sera tous contents si on arrive à la conclusion qu'en effet on arrive au bout de cette pandémie. Je voudrais trouver celui ou celle qui serait mécontent de le voir, que ce soit sur le continent européen ou sur le continent africain ou ailleurs dans le monde. La discussion aujourd'hui dépasse la question du vaccin contre le Covid-19. Je pense que tout le monde l'a compris. Et la position de l'Union européenne, et ça a été, je pense, assez bien exprimé par la présidente de la Commission tout à l'heure pendant la conférence de presse, c'est qu'en fait, on veut la même chose, mais on ne prend pas forcément le même chemin pour y arriver. Donc voilà, je pense qu'on a prouvé à la fois à travers la distribution des vaccins, mais aussi sur le soutien depuis le mois de juillet, avec la première signature à Dakar et celles qui ont suivi après, que nous sommes là aussi comme partenaires fiables, solides, pour apporter des réponses sur le moyen et le long terme. Le grand défi auquel nous sommes confrontés tous, mais je dirais singulièrement en Afrique par rapport aux besoins qui sont là, c'est justement comment est-ce qu'on réconcilie le court, le moyen et le long terme. On travaille clairement sur ce moyen et ce long terme, et on a aussi travaillé sur le court terme. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Afrique ait sa capacité de production de vaccins, et je dirais même, pourquoi se limiter aux vaccins, et sa capacité de production pharmaceutique. C'est très très important. Non seulement pour le principe même d'avoir des médicaments qui sont produits sur le continent, mais aussi parce que c'est de l'activité économique. Donc voilà. Est-ce que c'est
la suspension des brevets qui peut apporter ça, bon, c'est une vaste discussion. Je me réfère encore une fois parce que je pense que ça résume bien la situation. Nous voulons la même chose, mais nous prenons des chemins différents. Mais je suis intimement persuadé que nous arriverons à un résultat qui satisfera tout le monde. Est-ce qu'à l'issue de ce sommet, on peut dire qu'entre l'Europe et l'Afrique, on a recréé les liens de confiance, puisqu'on en parle beaucoup? On les a renforcés. Recréer, ça suppose qu'ils avaient disparu. Moi, je pense qu'ils n'ont jamais disparu. Mais on les a renforcés, on les a renouvelés, on les a probablement remodelés. Maintenant, c'est un processus. Ce qui est quand même intéressant, et de nouveau, permettez-moi de me référer au discours du président Macky Sall. Il a dit une chose qui est importante. L'Afrique a changé depuis 60 ans. L'Europe aussi, d'ailleurs. Mais peut-être que parfois certains paradigmes ou paramètres sur lesquels nous avons établi nos relations mettent plus de temps à changer. J'ai la faiblesse de croire de nouveau que ce sommet a été un moment important, c'est une étape qui marque en tout cas la volonté de prendre conscience de cela et donc en effet de renforcer, de renouveler. Donc je parlais de cette vision conjointe. Donc c'est regarder ensemble dans la même direction, pour paraphraser Saint-Exupéry, qui parlait d'amour, donc pourquoi pas, mais aussi, et je crois qu'il faut le dire, nos intérêts. Nos intérêts sont convergents. Peut-être que certains sont divergents, c'est possible, mais en tout cas, nous avons suffisamment d'intérêts convergents que pour travailler ensemble. Et ce sommet, où je note quand même que l'Union européenne et l'Union africaine étaient représentées quasiment à 100% au niveau chef d'État et de gouvernement, ont cette volonté, les deux unions, les deux continents, de travailler ensemble, de mettre en œuvre cette vision conjointe, de renforcer cette vision renouvelée de nos relations. Merci beaucoup, Monsieur Quintin. Juste pour terminer, quels seront les premiers signes que ça a marché? En voilà une bonne question. La mise en œuvre d'un certain nombre de programmes, sans doute. Ça, je dirais, ce sont les choses très très pratiques. Mais peut-être, si vous me permettez, mais c'est peut-être ma formation littéraire, vous m'en excuserez, des changements, des bruissements dans un certain nombre de choses qu'on entend de part et d'autre de la Méditerranée sur la manière dont se voient les uns et les autres. Et ça viendra, pourquoi? Parce que les uns et les autres, on s'écoutera encore plus, encore mieux, après s'être revus, après longtemps, dans cette relation renouvelée. Monsieur Bernard Quintin, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du service international de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci à vous.